Avant de commencer, un petit avertissement pour vous signaler que cette vidéo est la deuxième partie d'un projet fait en partenariat avec Nantes Université et la région Pays de la Loire pour expliquer le quotidien des chercheurs en sociologie. Dans la première partie, on a exploré le fonctionnement du monde scientifique auquel prennent part les sociologues, et dans cette partie, on va soulever le capot de la discipline pour comprendre comment on fait vraiment de la sociologie. Alors, la sociologie, c'est avant tout une science empirique. Ça veut dire que le sociologue, il doit aller sur le terrain pour récolter des données à analyser. Globalement, il y a deux grands types de données. Premièrement, il y a les données qualitatives, ça va être de l'observation par exemple, ou alors des entretiens qu'on va faire avec les enquêtés. Généralement, c'est des entretiens assez longs, où on va assez profondément dans les choses. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les données quantitatives. Ça, c'est quand on va s'appuyer plutôt sur des questionnaires et sur des données chiffrées. Évidemment, le plus souvent, les chercheurs, ils croisent les deux approches pour être plus pertinents. On va commencer par discuter des recherches quantitatives avec le maître de conférence Tristan Poulawec. Il travaille entre autres sur les aspirations scolaires, notamment des classes populaires, et depuis son travail de thèse, il a l'habitude de travailler avec des données chiffrées. Donc je lui demande de nous expliquer d'où viennent les données quantitatives. On a un appareil statistique en France qui est assez développé depuis longtemps, mais surtout dans les années 60, vous avez eu un fort mouvement d'installation de services statistiques dans les ministères. Et donc ces données étant publiques, ayant un intérêt public, elles ne servent pas seulement à aider les gouvernants à décider, elles peuvent être restituées au public et notamment aux chercheurs. Donc actuellement, l'INSEE met à disposition pas seulement des tableaux et des graphiques, mais des fichiers sources où vous aurez les données individuelles anonymisées. Et les chercheurs, les étudiants peuvent s'en emparer pour refaire des traitements statistiques. Donc voilà, il y a la statistique publique qui fournit beaucoup de données. Et puis, dans certaines situations, les chercheurs et les enseignants-chercheurs peuvent aussi produire leurs propres données quantitatives. Alors comment ça se passe ? Bon, souvent il faut un budget quand même. Ouais. Parce qu'une enquête quantitative sur un grand nombre d'enquêtés, ça peut coûter un peu d'argent quand il faut faire des envois par la poste, quand il faut faire du porte-à-porte, quand il faut faire de la saisie, etc. Tout ça, ça mobilise un travail d'équipe et rarement les budgets permettent de l'envisager sereinement. D'accord. Ça arrive, mais c'est quand même pas si fréquent. J'ai l'impression qu'on voit un peu parfois un double problème dans l'opinion publique, bien sûr, parfois soit de la trop grande évidence du chiffre, comme quoi ce serait l'élément de preuve par excellence, soit au contraire la méfiance extrême du chiffre de type les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut. Du coup, comment en fait concrètement quand on travaille en sociologie on peut en fait dissiper un petit peu ces problèmes-là Alors déjà, là je veux prendre un point de vue d'enseignant parce que c'est typiquement le genre de difficulté qu'on a avec des étudiants dans le premier cycle. Ces deux attitudes sont aussi infondées en réalité parce qu'elles n'aident pas à comprendre comment c'est fabriqué une donnée quantitative. C'est ça la bonne voie à creuser, c'est d'essayer de refaire l'histoire de la production de la donnée pour mieux comprendre ses limites, les conditions d'usage, mais aussi pourquoi elle est utile et qu'est-ce qu'elle apporte. Alain Desrosières, que j'utilise souvent aussi dans l'enseignement, disait parfois il ne faudrait pas donner un chiffre, mais toujours en donner 2, 3. Souvent, en fait, dans le débat public, on vous donne une quantité. C'est un nombre absolu, souvent, qui est impressionnant. Il y a, 30 000 étudiants qui demandent l'aide alimentaire. Oui, c'est beaucoup. Mais alors, est-ce que c'est plus qu'avant? Est-ce que c'est moins qu'avant? Est-ce que c'est plus que dans d'autres pays? En fait, pour bien faire, il faut pas s'arrêter à ce nombre absolu qui est un peu impressionnant. Il faut le mettre en relation avec d'autres. Donc, les données, elles doivent pas être seulement brutes, mais elles doivent être relatives, comparées. Et puis, il faut essayer aussi d'expliquer comment on a compté ça. Voilà, par exemple, avec les étudiants, là, on a mené une enquête par questionnaire sur leurs pratiques alimentaires. C'est pour ça que j'ai cet exemple en tête. On leur a demandé est-ce que vous avez déjà eu recours à l'aide alimentaire? 10% au mois de novembre, là, dans 8 universités en France. C'était pas seulement pendant la pandémie, c'est un phénomène structurel qui existe encore. Et on leur avait aussi proposé comme modalité de réponse non, on me l'a refusé. À nouveau, 2-3%. Ouais. Et puis, troisième modalité qui était non, mais j'en aurais eu besoin.
Et ça, c'était une proposition des étudiants et j'ai trouvé que c'était très astucieux parce que là, on a pu repérer ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire l'expression d'un besoin, mais qui, pour différentes raisons, n'a pas été jusqu'à la demande. Et c'était significatif aussi? Et ben, quand on fait la somme de ces 3 besoins, on arrive à 30% qui soit ont eu recours à l'aide alimentaire ou alors ne l'ont pas fait mais en auraient eu besoin. 30%, c'est pas rien. Et ça montre aussi toute l'importance de la construction du questionnaire, en fait, Oui. pour avoir des données Oui. qui sont Tout à fait. significatives. Ce questionnaire-là a été élaboré donc, par un collectif d'enseignants et d'étudiants dans 8 universités. On l'a testé. Alors justement, comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est pas du premier coup, on se réunit, on fait un questionnaire et ça y est, on l'envoie à 10 000 personnes. Alors, très souvent, en fait, on commence par des entretiens exploratoires. On va pas chercher les réponses des enquêtés, mais plutôt leurs questions. On va essayer de discuter avec eux sur le thème de l'enquête pour voir qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils ont en tête, de quoi ils ont envie de parler finalement. Parce que si on ne fait pas cette étape-là, le risque, c'est d'imposer une problématique, souvent qui vient d'en haut, souvent un peu experte, et qui ne va pas faire sens. Voilà. L'erreur à ne pas faire, c'est de poser vraiment la question d'expert. Est-ce que vous pensez que, par exemple, la France doit sortir de l'espace de Schengen? Poser cette question d'expert à une population qui ne connaît pas du tout le problème, c'est s'exposer à des hésitations, des non-réponses, et même pire que ça, à des gens qui vont répondre pour faire plaisir à l'enquêteur, pour garder la face. Ils vont dire « ah oui, 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 oui » ou « non, non, non ». Mais c'est pas un avis informé. Donc quand on prépare un questionnaire, on commence par faire des entretiens exploratoires et c'est à partir souvent des mots des enquêtés qu'on va trouver des formules qu'on a envie de tester. Et puis après, on fait un premier questionnaire test. Et c'est seulement après qu'on se lance pour de vrai, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, les maîtres de conférences, ils donnent aussi des cours et l'enseignement représente même une partie non négligeable de leur emploi du temps. J'ai pu filmer Tristan Poulawek faire cours à des étudiants de L2 avec lesquels il travaille sur la fameuse base de données dont on a discuté sur l'alimentation et il leur apprend à en sortir des jolis graphiques pour mettre en évidence des relations, comme par exemple une corrélation négative entre le fait de manger bio et le fait d'avoir recours à l'aide alimentaire. Même si les élèves sont un peu timides en présence de la caméra. Déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que ça donne des résultats intéressants? Est-ce que ça valait la peine de faire ça? Qu'est-ce que vous constatez? Personne veut faire entendre le son de sa voix dans la vidéo de Boris, là. Regardez ce qu'on constate quand même. C'est qu'il y a une espèce de relation qui se dessine comme ça. Moins on recourt à l'aide alimentaire, plus on retrouve une consommation bio plus fréquente. Donc mon idée de tout à l'heure, qui est un peu cliché, elle a quand même une petite base empirique. Voilà, donc ils ont tous le même matériau, la même problématique générale, mais après ils choisissent une dimension du questionnaire. Alors ça peut être ici, voilà, les étudiants qui vivent en couple, donc une sous-population. Ça peut être une pratique, il y en a qui vont travailler sur ceux qui ont un régime vegan par exemple. Et à la fin, ils me remettent un compte-rendu, un peu comme, vous savez, les 4 pages qu'on trouve dans les publications de l'INSEE, INSEE Première, Population et Société aussi à l'INED. Donc on place la barre assez haut, mais pour leur montrer que c'est à leur portée, en fait, que dès lors qu'ils savent faire des tableaux croisés, c'est déjà largement assez pour rendre compte d'une enquête et toucher un public un peu plus large et voilà, pouvoir dire à ses parents, regardez, on sait faire des choses en sociologie. Super. C'est quoi la question que vous êtes posée à partir des données? Nous, on axe sur le couple, donc comment ils se différencient des étudiants qui ne vivent pas en couple, est-ce qu'ils sont égaux dans la pratique de l'alimentation, est-ce qu'ils cuisinent pareil, les courses, etc. Est-ce qu'ils mangent plus bio, est-ce qu'ils vont plus consommer de l'alcool, et on va essayer de voir des différences entre ceux qui vivent en couple et ceux qui vivent pas en couple. Et vous avez commencé à avoir des choses là? Ouais, ceux qui sont en couple là, ils ont à 67%, ils ont cuisiné eux-mêmes le repas qu'ils ont mangé, alors que ceux qui sont pas en couple, ils sont que 51% et la plupart du coup, c'est quelqu'un d'autre qui aura cuisiné pour eux. D'accord, donc on cuisine plus soi-même quand on est en couple? Ouais, on mange plus quelque chose qu'on a cuisiné, que ce soit cuisiné avec son copain ou sa copine, ou voilà. Bon, du coup, quand on parle de variables quantitatives, le travail du sociologue, ça va principalement être du traitement de données derrière un ordinateur en suivant bien les règles de la significativité statistique. Mais bien évidemment, ce n'est qu'une petite partie du travail du sociologue qui a également recours aux méthodes qualitatives.
Là, il n'a plus le choix, il doit sortir de son bureau pour aller directement sur le terrain avec son dictaphone et son carnet d'observation. Quand on dit que le sociologue va faire de l'observation directe, il faut bien avoir en tête que c'est pas aussi simple, parce qu'il y a certaines personnes, certains métiers ou même certains milieux qui sont assez réticents à l'idée de se faire observer par des sociologues. Du coup, la première étape du travail pour le sociologue, c'est bien souvent d'essayer de convaincre un enquêté de bien vouloir se laisser observer. Mais même quand le sociologue arrive à accéder à son terrain, que ses enquêtés acceptent qu'ils viennent les observer ou acceptent des entretiens, tout n'est pas encore gagné parce que les enquêtés se font souvent une image un peu fausse de ce que vient dire le sociologue et du coup ils peuvent se montrer méfiants et ne pas vouloir lui confier certaines choses parce qu'ils le voient pas forcément comme un allié. Souvent on les identifie à des journalistes ou à des psychologues. En tout cas, la position de sociologue dans le rapport d'enquête n'est pas toujours bien identifiée. Et du coup ça peut donner lieu à des conditions d'enquête un peu faussées, un peu bizarres. Et du coup le rôle du chercheur, ça va être sans cesse d'essayer de rassurer ces enquêtés pour qu'ils puissent leur confier, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est leurs expériences, leur façon de penser, leur vie. Et s'ils se montrent trop méfiants, en fait, on ne va pas réussir à recueillir du matériau vraiment intéressant pour notre enquête sociologique. C'est un point que j'ai pu aborder assez longuement avec Kelouja Amer, qui est en 4e année de thèse à l'Université de Nantes et qui a un terrain assez original car elle étudie le néo-protestantisme évangélique. Alors là, vous avez peut-être en tête des shows américains avec des pasteurs pleins aux as qui soignent le Covid à travers leur télévision. Eh bien, merci mec, heureusement que t'es là, je sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Non, je rigole, mais bien sûr, il faut pas rester sur cette image. Le néo-protestantisme évangélique est loin d'être aussi caricatural et c'est une branche du christianisme très vivace qui se développe partout dans le monde, et notamment en Algérie, où Kelouja fait son terrain dans un petit village de tradition musulmane, où les évangélistes se sont développés jusqu'à convertir 50% de la population. Plus particulièrement, je m'intéresse aux effets de la conversion sur les femmes. Plutôt les femmes kabyles. Donc la Kabylie, c'est une région berbérophone en Algérie, et donc je m'intéresse à ces femmes kabyles qui se convertissent au néo-protestantisme évangélique et aux effets que ça produit sur elles. Alors vous imaginez bien que pour ce type de sujet, l'accès au terrain c'est un point absolument crucial. Et Kelouja, elle a une porte d'entrée privilégiée car il s'agit du village de ses grands-parents et qu'elle parle elle-même berbère. Même si elle m'a avoué avoir parfois recruté sa famille comme assistant de recherche pour retranscrire certaines nuances linguistiques rencontrées dans ses entretiens. Tu te présentes comme sociologue Non. quand tu fais ça? Alors c'est hyper compliqué. Alors ça dépend à qui je m'adresse. Quand je m'adressais aux pasteurs, je disais je suis sociologue, je réalise une thèse de sociologie parce que ils comprenaient ce que c'était, etc. Quand je parlais avec les villageois, qui sont pour la plupart beaucoup de femmes qui n'ont pas été à l'école et qui ne maîtrisent en plus que le berbère, donc parfois c'était un peu compliqué, tu vois, leur dire sociologue. Elles comprenaient pas ce que c'est, donc en fait je disais c'est pour l'école. Mais la manière dont j'étais perçue par eux était complètement différente de la manière dont moi je me présentais. Souvent en fait ils me voyaient comme une journaliste. D'accord. Tu vois, par exemple, je croisais des villageois qui me disaient « Ah, c'est toi la journaliste qui est venue interroger les chrétiens ?» Et au début, alors je disais « Non, non, je suis pas journaliste, etc. » Et après, j'ai fini par laisser tomber parce que je me suis dit que c'était... Bon, tant pis, on me voit comme une journaliste, j'en suis pas une. J'expliquais à chaque fois que c'était que... Voilà. Mais à chaque fois, jusqu'à maintenant, je continue à être associée à la journaliste qui vient... Je te pose la question parce que c'est assez important la façon dont le sociologue est perçu sur son terrain. Typiquement, il y a certains terrains où être présenté, assimilé ou vu comme un journaliste, ça peut fermer des portes plutôt que les ouvrir. Là, sur ton terrain, tu as l'impression que c'est le cas ou finalement, en fait, il n'y a pas spécialement de jugement? Ça dépendait des acteurs que j'avais en face de moi. Les pasteurs, ils étaient hyper méfiants. Par exemple, ils refusaient que j'enregistre les entretiens que je faisais avec eux. Il y avait beaucoup de langue de bois. Franchement, j'avais du mal. Je ramais pour les entretiens avec eux à essayer de leur faire dire des choses parce qu'ils étaient hyper méfiants, quoi. Mais tu sais, cette espèce de doute autour de qui je suis vraiment, quoi. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux. En plus, eux, ils se sentent persécutés. Voilà, ils ont un discours très victimaire. On ne nous laisse pas pratiquer notre religion en paix dans un pays à majorité musulmane, etc. En plus, ils savent que ma famille était musulmane. Donc, mais t'es avec nous, t'es pas avec nous, t'es contre nous, pas contre nous. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc avec les pasteurs, ils étaient un peu méfiants, mais par contre les fidèles, donc les villageois, pas du tout. Et tu as réussi à contourner cette difficulté ou ça reste Ça dépendait difficile? avec qui. Alors quand je rencontrais le pasteur du village, lui, là, j'ai finalement réussi à le mettre en confiance. Il était un peu moins méfiant parce que du coup, je revenais les voir plusieurs fois, mais pas tous. Je pense notamment à l'époque, c'était Mahmoud Haddad qui était le président de l'église protestante d'Algérie. Lui, j'ai jamais réussi à le mettre en confiance. Il voulait pas que j'assiste au culte
aucun pasteur ne m'avait interdit la présence à un culte. Lui, il voulait pas que je l'enregistre, il voulait pas que je passe trop de temps dans l'église. Par exemple, je voulais visiter le lieu, il voulait pas. Il avait été hyper méfiant, il est resté méfiant. À chaque fois que je le rencontrais, ça bougeait pas, quoi. Comme on le voit, certains terrains sont donc difficiles d'accès, mais c'est l'un des avantages de la thèse que d'avoir le temps de rester assez longuement sur le terrain pour mieux s'y faire connaître, et on gagne ainsi en crédibilité au fur et à mesure que l'on enquête. C'est essentiel parce que c'est de l'addition de tous les points de vue rencontrés que pourra se dégager le savoir sociologique. Comme le disait souvent le sociologue américain Everett Hughes, il n'y a rien que je sache qu'au moins un des membres de ce groupe ne sache également. Mais comme je sais ce qu'ils savent tous, j'en sais plus que n'importe lequel d'entre eux. Ce temps long permet également d'observer des évolutions au cours de l'enquête, comme l'explique Joseph Godefroy à propos des quelques enquêtés qu'il a pu revoir plusieurs fois. Certains, si ça fait 5 ans qu'ils sont sur Instagram, évidemment, ils ont expérimenté des choses que ceux que je rencontre qui sont pour leur première année en contact avec des marques, eh bien, vont pas voir ou verront peut-être plus tard. C'est aussi pour ça que les quelques-uns que j'ai pu voir de manière un peu longitudinale, c'est très précieux de voir en fait d'une année à l'autre déjà ah mais oui non mais en fait eux c'est des gros cons, je veux plus travailler avec eux. Et même dans les discours en fait là je dis je veux plus travailler avec eux alors qu'au départ on n'avait pas forcément un champ lexical du travail. Et ça aussi c'est un des points un des gros points de mes conclusions, c'est que même lorsqu'il y a marchandisation, qu'elle est explicite, que pour certains c'est évident qu'ils sont au service des entreprises, pour eux ça reste du loisir et ils vont utiliser le discours de la passion, quoi. Comme on peut le voir, le sociologue n'est donc jamais un élément complètement extérieur au terrain qu'il étudie. C'est quelque chose que soulignait déjà Bourdieu. Évidemment, le rapport d'enquête est un rapport social et la personne interrogée a une idée du statut social de la personne qu'il interroge, donc de ses goûts, de ses préférences, et il a peur d'être jugé par l'interrogateur. Du coup, il y a un double travail à faire de la part du sociologue, c'est à la fois de mettre en confiance ses interlocuteurs, mais aussi de garder la distance nécessaire à l'analyse scientifique. C'est un point qui a été bien discuté par la sociologue Martina Avanza dans un article de 2008 appelé « Comment faire de l'ethnographie quand on n'aime pas ses indigènes ». Elle faisait son terrain de thèse auprès du parti de la Ligue du Nord en Italie, qui serait un peu l'équivalent du RN en France, et devait donc rester de marbre en écoutant ses enquêtés dire des trucs turbo-racistes. Par exemple, lorsqu'elle écoute une mère désespérée lui raconter que sa fille partie en Erasmus en Angleterre se met à sortir avec un musulman pakistanais, elle doit s'efforcer de feindre la compassion, en omettant bien qu'elle partage elle-même sa vie avec un Marocain. Si on imagine bien que ces questions de distance au terrain sont cruciales dans les cas où on doit presque se créer une nouvelle identité, elles le sont aussi lorsqu'on enquête des milieux qui nous sont proches. Et paradoxalement, c'est peut-être même là que la distance réflexive est la plus importante pour faire un travail de qualité. Tu peux te retrouver avec des individus en entretien avec qui ça va se passer extrêmement bien. C'est-à-dire que tu te retrouves face à un entretien rêvé. Tu commences à lancer ton enquêté sur quelque chose, il va s'en saisir, il va aller dans des directions, il va proposer des analyses. Sans avoir à intervenir trop, l'enquêté va fournir un certain nombre de choses. Bourdieu avait dit attention à cela, parce qu'en fait ce que ça reflète, cette sorte de connivence en entretien, c'est une trop forte proximité sociale. Et donc il faut être aussi extrêmement vigilant, parce que dans un entretien, il s'agit certes de recueillir la parole d'un enquêté sur son parcours, etc. Mais il s'agit d'être celui qui l'analyse. Quand tu es face à quelqu'un qui va te proposer des analyses de son propre parcours, il faut tout de même être vigilant parce que toi, ton travail, c'est pas forcément de reprendre les analyses de ton enquêté. Là, tu fais autre chose, encore une fois. C'est un point que j'ai pu aborder avec un peu plus de détails avec Florian Paulis. Il est en première année de thèse à l'université de Nantes et il étudie les mobilisations collectives en milieu rural et plus précisément un collectif qui s'est formé contre la mise en place d'un méthaniseur industriel. Il se présente bien sur son terrain comme un sociologue, mais aussi comme un militant, et il me dit qu'il partage lui-même la cause de ses enquêtés. Je lui demande donc comment on fait pour garder une distance critique nécessaire à la sociologie quand on étudie un mouvement auquel on adhère. Est-ce que tu as une attention particulière du coup à l'objectivation que tu dois avoir là-dessus? Je suppose que tu y portes un intérêt particulier. Est-ce que tu as des méthodes, des garde-fous justement pour éviter d'avoir des biais méthodologiques? Ouais, complètement. C'est vrai que ça c'est un point, si tu n'avais pas posé la question, mais c'était sûr que tu allais la poser, je l'aurais soulevé. C'est en fait une question assez classique aussi. Voilà, la question de la réflexivité du sociologue.
Bon, évidemment, les classiques, Durkheim, on met de côté ses prénotions, Weber, neutralité axiologique. Mais bon, faut pas oublier, ça c'est pareil, que la neutralité axiologique, c'est aussi utilisé par certains sociologues, parce que la sociologie, c'est un champ où il y a des rapports de pouvoir, comme un argument politique. Or, la sociologie, la neutralité axiologique, c'est pas simplement se dire ok, moi je suis là, je fais un entretien avec vous, je vous observe, mais je suis complètement extérieur à la situation qui est en train de se passer, et voilà, je n'y prends absolument pas part, et je n'ai aucune influence sur cette situation. Or, quand tu es là en train de discuter avec les gens, tu as forcément une influence sur l'interaction qui est en train de se dérouler. Donc t'influes nécessairement sur... Donc c'est ça tout l'enjeu de la posture réflexive. Et moi, dans mon cas, c'est comment, voilà, en tant que chercheur et adhérent à la cause que j'étudie, comment concrètement j'opère ce moment d'auto-analyse, de réflexion sur moi-même et sur ma posture. Alors après, évidemment, il y a tout un tas de techniques. Il y a évidemment le carnet de terrain qui est central, où on note absolument toutes les interactions qu'on a, etc. On note aussi la manière dont on a réagi à tel moment, comment on s'est senti dans l'interaction. Et moi, en effet, ça m'est arrivé de me poser la question, de me mettre des notes sur mon carnet de terrain, par exemple, moins s'engager dans la discussion et moins prendre l'initiative, parce qu'au début, c'est vrai que quand je suis arrivé, il fallait que j'affirme aussi ma posture de sympathisant à la lutte, mais bon, c'est vrai que je me suis quand même noté, là vraiment dans le cadre des discussions, essaie de quand même de parler un peu moins de ton avis, etc. Et là pour pas rentrer dans un rapport vraiment de discussion de militant à militant aussi, tu vois. On parle de syndicats, on mentionne la CGT ou la CFDT, et là les personnes, parfois elles ont des réactions différentes. En mode, il y en a certains, c'est « Oh, la CFDT, machin ». Et là, moi, je renchéris en mode « Ah oui, ils négocient le poids des chaînes ». Et du coup, là, ça permet de relancer la discussion sur ce sujet, etc. Ouais, mais tu le fais en fonction de la réaction que tu as. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même ça le garde-fou, c'est me dire bon, je vais pas produire le discours de mes enquêtés. Par contre, tu vois là dans le cadre de réunions du collectif, voilà, ils parlent stratégie, de comment on fait. Là, il m'arrive des fois de prendre la parole et de dire moi, si vous voulez, vous cherchez un article en ligne, je peux y avoir accès, je peux vous l'envoyer. Ou pour la mise en page, je sais qu'il y a ça qui est très bien pour faire comme ça. Si ça vous intéresse, je vous file la bille, tu vois. Voilà, c'est vraiment des petits conseils qui montrent que voilà, j'adhère à la cause. Mais par contre, le garde-fou, c'est d'orienter quand même le moins possible le discours politique du collectif que j'enquête, si on veut, quoi. Voilà, moi, c'est pas... Sur le terrain, il est donc primordial de bien réfléchir à comment on se place, à la fois en tant que personne, mais aussi en tant que chercheur. Florian avait par exemple fait le choix d'être en immersion pendant 1 mois dans le village qu'il étudie pour pouvoir s'en imprégner et enchaîner plus facilement les entretiens. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller voir pour de vrai comment ça se passe sur un terrain de sociologie. Alors là, c'est le matin, on a la chance de pouvoir accompagner 2 sociologues sur le terrain. Elles sont en train d'étudier l'école dans la grande ruralité. On y va, hein. Là, on a rendez-vous devant la fac pour partir en voiture, et puis là, on va faire à peu près une heure de route, on va aller un peu dans la campagne. Donc là, on a de la chance de pouvoir aller véritablement sur le terrain, accompagner les sociologues pour voir comment ça se passe concrètement avec les enquêtés. Avant d'arriver sur le terrain proprement dit, on profite donc du temps de trajet pour en apprendre un peu plus sur l'enquête qui est en train d'être menée. Et donc nous, on travaille sur les difficultés scolaires des enfants en milieu rural, donc c'est vraiment notre entrée de départ. C'est d'essayer de comprendre comment les parents gèrent la scolarité de leurs enfants et quelles ressources ils peuvent mobiliser en fait. Alors le problème, c'est qu'assez rapidement, le Covid a rendu compliqué d'aller enquêter dans les écoles et elles ont réorienté leur terrain pour aller interroger prioritairement le personnel médical qui encadre les enfants en parallèle de l'école. Mais c'est là qu'elles ont été confrontées à certains imprévus. Enfin, notre définition de départ, elle a explosé en fait assez vite parce qu'on s'est rendu compte que limiter les interrogations aux psychologues et puis aux orthophonistes, qui sont finalement les professionnels de santé qui sont les plus reconnus par les institutions scolaires, c'était un peu manquer tout un pan des pratiques. Pour résumer un peu ce que nous explique Sophie Orange, c'est que dans la grande ruralité, les psychologues scolaires et les orthophonistes sont très loin de pouvoir répondre à toutes les demandes de la part à la fois de l'école et de la famille.
Ce qui fait que les gens ont recours à des acteurs comme des hypnotiseurs, des énergéticiens ou des kinésiologues, et en fait toute une gamme de praticiens de médecine dite alternative ou parallèle qui jouent un rôle très important, soit en raison de files d'attente très longues chez les praticiens conventionnels, soit aussi parfois par un mouvement de rejet revendiqué dans une mouvance un peu anti-vax. Et ça, c'est vraiment passionnant, parce qu'on a affaire à un élément qui n'était pas prévu initialement, et donc ça montre que le terrain étudié, il est a priori ultra riche d'enseignements. Et il y a un autre élément que je trouve particulièrement intéressant, ça va être de voir comment on construit une analyse sociologique à partir de là. Parce que il faut pas oublier que le sociologue, c'est avant tout un être humain qui doit faire très attention au degré de distance qu'il garde avec le terrain et l'objet étudié. Mais en tout cas, moi, on se fait cueillir. Ouais, on se fait cueillir parce qu'en plus, comme ça touche... Mais l'intime aussi. Ça touche l'intime sur les enfants. Alors on pense à nos enfants. On pense à nos enfants. Ils n'arrêtent pas de dire ah oui, il faut faire de l'éducation bienveillante. Donc là, on se dit eh ben merde, moi je fais pas d'éducation bienveillante. Et après on nous dit non, en fait, faut pas faire d'éducation bienveillante. Et en fait, ça nous retourne. Et c'est vrai, enfin ça nous retourne quand même pas mal. Et c'est vrai que le bilan énergétique, on peut se dire bon, on est hyper rationnel, on est tout ce qu'on veut. Bon voilà. Quand on sort avec un pieu énergétique et un envoûtement, bon ben, de fait, ça pose question. Alors là, je crois que je vous dois une petite explication si vous voulez saisir complètement de quoi parle Sophie Orange ici. En fait, elles ont fait il y a peu de temps un entretien avec un énergéticien qui leur a alors proposé de leur faire leur bilan énergétique. Et le résultat n'était pas à piquer des hannetons parce que Claire Lemaître était visiblement traversée par un pieu d'énergie, tandis que Sophie Orange était, elle, envoûtée, soit par un humain, soit par un animal. Le diagnostic n'était pas très précis de ce côté-là. Ça peut prêter à sourire, mais en fait, ça souligne surtout la difficulté qu'il peut y avoir à classifier les expériences de terrain, et donc la nécessité d'avoir une méthodologie un peu solide pour pouvoir objectiver les éléments qu'on analyse, en essayant de plaquer le moins possible les idées préconçues qu'on pourrait avoir. Sachant que le rôle du sociologue n'est jamais d'être normatif, expliquer ce qui est bien ou mal, ce qui doit être ou devrait être, mais au contraire de poser un constat scientifique sur une situation donnée. Il y a eu quand même beaucoup de questions méthodologiques aussi sur ces professionnels du soin qu'on ne pensait pas rencontrer en fait. Parfois on a pu sortir ou arriver dans un entretien ou sortir d'un entretien avec effectivement des rapports au monde, mais qui nous ont semblé vraiment trop éloignés de nos valeurs, à se dire c'est vraiment très étrange, je comprends pas, c'est pas possible, enfin voilà. Et puis c'est pas l'enjeu, l'enjeu il est pas là il est pas de savoir si on adhère ou pas, on y croit ou pas. Encore une fois, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui est, quoi. C'est pas ce qui doit être, mais ce qui est. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme oui, et puis comme offre. On se rappelle aussi de Durkheim qui dit la religion, c'est une croyance, mais elle a des effets bien réels. Donc en fait, c'est pas la question de savoir c'est vrai, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça produit des effets. Quels effets ça produit et sur qui et qui se saisit de quelle offre. Voilà. Et là, on voudrait vraiment travailler à dégager des indicateurs pour là aussi pas se dire d'un côté on a la science, d'un côté on a des choses plus ésotériques. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut pas commencer à plaquer des catégories, mais se dire prenons des indicateurs. Qui mobilise quoi? Quels sont les termes qui sont employés? Donc vraiment partir d'une patient-client. Et puis même dans le décorum, par exemple la présence de l'encens ou pas d'encens. Est-ce qu'il y a une table de manipulation ou il n'y a pas de table? Est-ce que le corps est touché ou le corps n'est pas touché? Donc en fait, on revient vraiment à un truc de la sociologie pratique aussi, en fait, où on regarde le terrain et on voit quelle cartographie ça donne, en fait. On voit donc qu'il est nécessaire de mettre en place des outils pour aider à objectiver les pratiques et ne pas se laisser entraîner par les premières impressions qui se dégagent du terrain. D'autant plus quand ces impressions peuvent nous paraître étranges, on peut faire l'erreur de ne pas poser assez de questions et de rester sur des choses implicites. On a vu des gens avec des outils chelous. Donc, ou au début on ne croyait pas, ils faisaient des métaphores, mais croyait que c'était des métaphores, c'était pas des métaphores, c'était drôle en même temps. Donc quand je lui avais demandé si c'était des fantômes, elle m'a dit oui, donc je préfère avoir l'air bête. Et surtout, une fois sur le terrain, on n'a pas vraiment le temps de niaiser. Après un petit café, c'est parti pour le premier entretien de la journée, et on reprend aussi vite la voiture pour se rendre à l'entretien suivant. Je vais être filmé par un youtubeur, il me dit attention de ne pas te retrouver sur YouPorn.
J'ai donc pu filmer un entretien avec un hypnotiseur et avec une psychologue, mais l'une des enquêtées a préféré ne pas être filmée, donc j'ai été obligé d'attendre à l'extérieur. Ah, c'est dur la science, hein. Mais ça illustre tout de même que dans une journée de sociologue, il faut pouvoir être attentif à de nombreux détails et ça demande une attention qui peut être assez fatigante, même si les entretiens sont le plus souvent enregistrés. C'est le premier dictaphone que mon papa m'a acheté quand je suis rentrée en licence de socio. 2004, 2005. Il en a eu du kilomètre d'entretien. Ouais. Donc Sophie, voilà, c'est un de ses tocs. Et avant chaque entretien, il faut qu'elle change les piles, alors sachant que les entretiens peuvent durer 1 heure ou tu vois, moins d'1 heure. Mais je fais 1 pile par entretien, ce qui est absolument pas du tout écologique. Voilà. Non. Finalement, cette journée de terrain était parfaite pour illustrer l'étonnement et l'imprévu qui peut jaillir du terrain. De fait, interroger les personnels de santé était initialement un deuxième terrain venu pallier la difficulté à accéder aux écoles, et la diversité des types de médecine finalement étudiés illustre bien le fait que le terrain impose des problématiques nouvelles qui peuvent parfois surprendre les chercheurs. Il faut également bien avoir en tête que cette enquête a le gros avantage d'être financée par l'Institut universitaire de France pendant 5 ans suite à un projet déposé par Sophie Orange. Je dis que c'est un avantage car elles ont finalement assez peu de contraintes sur les rendus et les attendus, ce qui leur laisse aussi la possibilité de se laisser surprendre par le terrain et de suivre des pistes non prévues initialement. C'était pas sûr, si on avait eu des commanditaires, je suis pas sûre qu'on aurait pu explorer ce volet des médiums, des coachs intuitifs, etc. Enfin voilà, c'est aussi une liberté qu'on a et puis finalement pouvoir aussi faire une enquête artisanale sur le temps long, où on se trouve du plaisir aussi. Et finalement, c'est peut-être là-dessus qu'on peut terminer, c'est que la sociologie, eh bien c'est aussi du plaisir. C'est pas toujours facile, je pense, voilà. C'est ça aussi qu'on aime, et c'est pour ça aussi, parce qu'on parlait, et Claire le disait, hein, il y a de plus en plus de projets de recherche, contrats de recherche avec cette temporalité qui oblige à déléguer en fait le travail de terrain à des personnels souvent précaires en plus, voilà, qui font le travail de terrain. Nous, ce qu'on aime, c'est faire du terrain aussi, donc voilà, c'est aller rencontrer les gens et puis après, bah oui, faire des petites pauses. Voilà, là, on n'est pas trop malheureux aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et surtout si ça vous intéresserait de voir d'autres vidéos un peu dans le genre où je prends le temps d'aller expliquer un petit peu les méthodes de la sociologie. J'ai pas mal d'idées de vidéos que je pourrais faire pour cette émission dans les coulisses de la recherche, où j'irai interviewer davantage des chercheurs qui parlent de leurs travaux récents, donc dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. En attendant, je remercie évidemment l'Université de Nantes pour avoir financé cette vidéo, et un merci tout particulier à tous les intervenants qui ont accepté que je vienne les embêter avec mes petites questions. Si la vidéo est intéressante, c'est grâce à eux. N'hésitez pas à voir les liens en description pour voir toutes les vidéos qui ont été faites dans le cadre du projet Vidéo Labo de l'Université de Nantes. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Ciao!